Et bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger avec vous un morceau de chimie de l'épreuve de Centrale Physique 2 MP 2023 qui concerne les diagrammes potentiel pH et un peu d'électrolyse et un peu de solubilité. Donc il y a pas mal de choses dans ce sujet que j'aime bien. Donc ici, comme d'habitude, je vais mettre le lien du sujet dans la description de la vidéo. Donc si vous avez envie, vous cherchez la partie, ça commence question 44, et ensuite vous pouvez suivre ce corrigé. Donc on nous dit qu'on s'intéresse dans cette partie au potassium et notamment au chlorate de potassium présent dans les allumettes. Et on nous demande dans un premier temps de donner la structure électronique du potassium. Donc le potassium avec Z égale à 19 reste au programme puisqu'il n'a pas de sous-couche 3D. Donc le potassium c'est K, son écriture. Donc ça nous fait 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Et là, on arrive aux 19 électrons. Alors, on nous demande à quelle famille il appartient. Ça, c'est presque maintenant, j'ai envie de dire, limite hors programme. Mais on peut quand même représenter ici une esquisse de la classification périodique qui ressemble à ça pour faire un petit rappel au cas où vous ayez des questions qui vous soient posées de ce type. Donc ici, on a l'hydrogène, l'hélium. Donc là, évidemment, je pense que vous le savez, vous avez ici la famille des gaz rares. Et donc là, avec notre Z égale à 19, en réalité, on va se retrouver ici, parce que là, on est à 2. Là, quand on arrive au bout, on est à 10. Là, on est à 18. Donc, on est le premier élément après le gaz rare ici, qui est de la ligne numéro 3. Et donc, le potassium est ici. Et en termes de famille, eh bien ici, alors l'hydrogène n'en fait pas partie. Et voilà, on a ce qu'on appelle la famille des métaux alcalins. Et juste à côté, pour la petite histoire, vous avez ce qu'on appelle les alcalino-terreux. Tels que le beryllium ou le magnésium ici, ou le calcium, pour les premiers éléments. Donc voilà pour le potassium. On me demande ensuite quel nombre d'oxydations usuelles peut-on lui prévoir. Ici, le potassium va avoir tendance à perdre son électron. De valence. Donc, on va se retrouver en K+, de NO égale à +1, a priori. Ça, c'est ici la couche de valence. Alors ensuite, complètement différent, on nous dit que le chlorate de potassium de formule KClO3 est une substance cristalline qui est obtenue par une électrolyse d'une solution de chlorure de sodium concentré. Donc, on nous demande, d'après les potentiels standards des couples en présence que j'ai rappelés au-dessus, ici, écrire les réactions prévisibles à l'anode et à la cathode. Donc ici, il y a un peu de travail à faire parce que vous avez quand même beaucoup d'espèces présentes. Donc il faut déjà avoir bien compris ce qu'on vous demande. On a une électrolyse de solution de NaCl concentré. Donc ici, si on résume, dans la solution, étant donné que c'est une solution, comme son nom l'indique, il y a forcément de l'eau. Et dans cette solution, on a du chlorure de sodium concentré, donc on a du Na+, et Cl-. Et donc ensuite, on va chercher les couples. On a Na+, lui, qui peut se réduire. Donc ça, c'est une réduction possible, donc à la cathode. Et c'est tout ce qu'on a pour Na+. Pour Cl-, on voit qu'il appartient à deux couples, Cl-, Cl2, Cl-, Cl-. Donc a priori, Cl- va pouvoir s'oxyder soit en Cl2, ici avec un 2Cl- plus 2E-, soit en Cl-. Donc là, il faut rajouter H2O ici. Du coup, il faut rajouter 2H+, plus 2 électrons. Donc ça, ce sont des oxydations. Donc à l'anode. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'on est dans l'eau. Donc l'eau peut se réduire, a priori. Donc ça, c'est la réduction de l'eau. Et ensuite, on peut avoir l'eau qui s'oxyde. Donc 2H2O égale O2 plus 4H plus 4-. Donc ça, c'est l'oxydation de l'eau. Et donc, a priori, on peut avoir
toutes ces réactions. Et donc maintenant, on nous demande, d'après les potentiels standards, écrire les réactions prévisibles à l'anode et à la cathode, c'est-à-dire qu'on va se baser en fait sur les conditions standards. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire, entre guillemets, une mini courbe intensité potentielle, mais à courant nul. La courant nul, ça me permet d'avoir la tension seuil. Alors, j'ai pas d'infos du tout sur le pH, donc je vais prendre comme potentiel vraiment les potentiels standards. Donc là, j'ai H plus H2, ici. Et H plus H2, ça partirait en réduction. On va tracer dans la question d'après vraiment les courbes d'intensité potentielle. Donc je vais mettre en rouge tout ce qui est réduction. Et en réduction, j'ai aussi Na+, donne Na, mais là, un potentiel de moins 2,7. Donc ce qui est beaucoup plus petit. Et en oxydation, je vais avoir l'eau. L'eau, c'est 1,23. Donc là, c'est H2O donne O2. Voilà. Et ensuite, je vais avoir Cl- donne Cl2 à 1,36 et Cl- donne ClO- à 1,73. Donc là, je vais en avoir une à 1,36 et à 1,73. Donc là, j'ai Cl- donne Cl2 et là, Cl- donne ClO-. Et donc, on voit que a priori, la tension seuil la plus petite concerne ici le couple de l'eau. Donc l'électrolyse la plus facile à enclencher. Donc l'électrolyse la plus facile à déclencher, c'est l'électrolyse de l'eau. Si bien que à la cathode, on devrait a priori observer 2H+, plus 2E- égale H2. Et à l'anode, on devrait a priori observer 2H2O égale O2 plus 4H+, plus 4 électrons. Donc voilà pour cette question assez longue. Ici, il faut expliquer pas mal de choses. Et donc en Q46, on nous dit qu'en réalité, on observe l'oxydation des ions chlorure à l'anode. Expliquez cette observation en appuyant votre réponse sur des courbes d'intensité potentielle schématisées. Donc là, eh bien, on peut supposer que l'oxydation de l'eau est lente et du coup permettent l'oxydation de Cl- en Cl2 et en ClO- a priori au vu du courbe d'intensité potentielle qu'on avait. Donc si maintenant on reprend notre courbe d'intensité potentielle, je ne vais pas trop m'intéresser à la partie négative puisque le sodium est tellement loin qu'a priori lui il n'aura pas du tout de possibilité de réagir. Donc ça va bien être H plus H2 au niveau de la cathode. Na+ est en dehors du mur du sodium, du mur du solvant, pardon. Donc ça c'est Na+ donne Na. Et par contre au niveau du couple de l'eau, certes le potentiel standard il est à 1,23, mais si on rajoute un fort surpotentiel anodique, eh bien l'oxydation H2O donne O2 ne va démarrer qu'après nos courbes, il y en a une qui démarrait à 1,36, qui est Cl- donne Cl2, avec a priori un palier de diffusion, et une qui démarre à 1,73, qui est Cl- donne ClO-, avec de nouveau un palier de diffusion. Et donc, a priori, ces réactions auront lieu avant de rattraper le mur du solvant, ici, H2O donne O2. Donc on peut comprendre que à cause d'un surpotentiel, si le couple est lent, eh bien l'oxydation du Cl- se fasse en premier devant celle de H2O. Donc voilà pour la petite partie électrolyse. Donc ensuite on rattaque une partie diagramme potentiel pH. Donc on nous donne le diagramme potentiel pH du chlore. Ici, voilà. On nous dit que par convention une frontière correspond à une égalité des concentrations des espèces dissoutes, tandis que la pression partielle est prise à 1 bar. On note C0 la concentration de tracé, et les espèces sont Cl2, Cl-, HClO et ClO-. Alors je vais peut-être mettre la partie dans la suite ici.
Et donc en question 47, on me demande d'identifier les espèces correspondant au domaine A, B, C et D. Donc ici, bon, on va déjà lister les espèces, on va calculer nos nombres d'oxydation. Donc on a Cl2, Cl-, ClO- et HClO. Donc Cl2, le nombre d'oxydation du chlore, c'est 0. Cl-, c'est -1. ClO-, on a que nombre d'oxydation du chlore moins 2 pour l'oxygène doit être égal à -1. Donc on obtient que le nombre d'oxydation du chlore est égal à +1. Et pour les mêmes raisons, on va trouver aussi +1 pour le Cl-, pour le HClO, pardon, n'importe quoi. Hop, ce qui fait qu'on peut déjà identifier que verticalement, on doit avoir forcément un nombre d'oxydation croissant. Donc on sait que verticalement, le nombre d'oxydation doit augmenter. Donc on se retrouve avec Cl- en bas, Cl2, et ensuite le couple HClO, Cl-. Et HClO, Cl- est un couple acide-base, où ClO- est la base, et HClO l'acide. Et on sait que horizontalement, on croise par basicité croissante. Donc on va se retrouver avec HClO, ClO-, et donc on identifie ici Cl-, Cl2 dans le petit domaine ici, HClO, ClO-. Donc voilà pour le diagramme EPH. Alors on nous donne E standard, quelle est la valeur de la concentration de tracé? Donc ici on va utiliser la frontière Cl2, Cl-. Alors attention ici Cl2 est gazeux dans ce diagramme, ça c'est important. Et donc la frontière Cl2, ClO-, donc c'est la question 48, on a 1,36 pour le potentiel standard. Donc on écrit la demi-équation, Cl2 plus 2E- donne 2Cl-, pas oublier le 2. Et ensuite on écrit Nernst, E égale E standard plus 0,06 sur 2 log de PCl2 sur P rond divisé par Cl- carré C rond carré. Et donc à la frontière, bon bah déjà E de la frontière, on peut le lire. J'ai écrit Cl2 dessus, c'est pas très malin, mais ici on peut lire que c'est donc c'est gradué tous les 0,04, donc on est à 1,42. Voilà. Et on sait que PCl2 égale P standard, d'après l'énoncé, et que la concentration en Cl-, c'est égal à C0. Donc on en déduit que E de la frontière moins E standard, c'est égal à 0,06 sur 2 log, les pressions s'en vont, et il reste C standard carré sur C0 carré. Et du coup, ça nous fait moins 0,06, le C0 carré remonte, et élimine le 2 log de C0. C'est ce que je cherche. Et E frontière moins E standard, c'est 1,42 moins 1,36, donc ça fait 0,06, ce qui fait que C0, log de C0 c'est égal à moins 1, donc C0 est égal à 10 puissance moins 1 mol par litre dans ce diagramme. Voilà comment on a pu trouver C0. Alors dernière question, qu'arrive-t-il à l'espèce B quand on la met en solution pour un pH supérieur à 2,5? Écrire la réaction correspondante pour les différentes zones de pH. Donc ici, il faut avoir un peu de recul sur les diagrammes, mais on voit que le nombre d'oxydation 0 disparaît. C'est la 49 du coup. Donc le NO du chlore égal à 0 disparaît pour pH supérieur à 2,5. Et donc ça c'est caractéristique, c'est une réaction qui porte un nom bien connu de dismutation du Cl2. Et donc pour un pH qui appartient à 2,5 et on nous dit 7,5, eh bien Cl2 se dismute en Cl- et HClO. C'est-à-dire que votre Cl2, pour les bas pH, va donner les deux espèces de nombre d'oxydation -1 et +1 qui sont existants et stables dans cette zone de pH, que sont HClO et Cl-. Donc pour l'équation, je vais écrire tout simplement les deux demi-équations. Donc Cl2 égale Cl-, donc celle-là on l'a déjà écrite, et Cl2 égale HClO. Donc pareil, il ne faut surtout pas oublier le 2 ici.
pour équilibrer les chlores en premier. Du coup, il nous faut 2H2O. On a 4H, on en a déjà 2, il nous en faut 2H+, 2E-. On somme le tout et on obtient la réaction de dismutation qui est que 2-dichlore plus 2H2O pardon, égale 2Cl- plus 2HClO plus 2H+. Et par contre, pour un pH supérieur à 7,5, le Cl2 se dismute toujours, mais il se dismute en Cl- et ClO- cette fois-ci. Il doit donner les espèces stables dans cette zone de pH. Donc on recommence, on fait pareil. Donc 2E- plus Cl2 égale 2Cl-. Et puis Cl2 doit donner ClO-. Pareil, j'équilibre les chlores. Il me faut 2H2O. Et là, cette fois-ci, il me faut 4H+, parce que je n'ai pas d'hydrogène pour l'instant. Et je me retrouve avec 4 plus 2 moins, il m'en faut 2 électrons également. Je somme les deux. Et j'obtiens que 2 dichlore plus 2H2O égale 2Cl- plus 2ClO- plus 4H+. On a bien 4H, 4H, 4 plus 4 moins, 4 chlore, 4 chlore. Voilà pour les deux réactions de dismutation. Alors, on continue un petit peu de diagramme pH. Donc, on nous dit que les ions chlorates interviennent dans les couples ClO3- HClO et ClO3- ClO-. Et on nous donne également le diagramme potentiel pH des couples HClO, ClO-, ClO3-. Hop. Je vais décaler un petit peu ça. Et donc, en question 50, on me demande de montrer que les ions ClO- ne sont pas stables et se décomposent selon une réaction. Donc ici, il faut rappeler un petit peu les espèces qu'on avait obtenues dans les domaines du diagramme pH du chlore. Et donc, on s'aperçoit que pour les domaines de prédominance de ClO-, on en a un ici et un ici. Donc, ClO- appartient à deux domaines disjoints. Donc, il y a une réaction favorisée entre ClO- et ClO- pour donner. Du coup, ClO- va donner d'une part Cl- pour le couple le diagramme du chlore et ClO3- pour l'autre diagramme. Donc on va écrire les deux demi-équations. Donc on a que ClO- doit donner Cl-. Donc ici on rajoute H2O. On rajoute du coup 2H+ et 2 électrons. Donc ça c'est notre réaction de réduction numéro 1. Et ici, étant donné qu'on va me demander, décidément, de calculer la constante d'équilibre, je vais tout écrire dans le sens de la réduction pour pouvoir utiliser mes delta Rg égale à moins NFE. Et je vais faire une combinaison linéaire judicieuse de mes équations. Donc ça, c'est ClO- donne Cl-. Et ensuite, on a ClO3- qui doit donner ClO-. Du coup, ClO3- ClO-, si je n'ai pas écrit de bêtises. Donc là, il me manque 2 oxygènes. Deux oxygènes pour compenser les 3, ça fait 4H+. Et du coup, je me retrouve avec 4+, et donc il me faut 4 électrons ici pour éliminer les 4+, et garder un moins. Donc ça, c'est la réaction 2. Et donc la réaction de bilan, pour obtenir la réaction de bilan, je vais faire 2 fois 1 moins 2. Et en faisant 2 fois 1 moins 2, je me retrouve avec 4H+, plus 2 ClO-, moins ClO-, moins 2H2O, égale 2 Cl-, plus 2H2O. Attendez, je me suis un peu mélangé. Ici, je recommence. Donc, je fais 2 fois 1. Donc, ça fait 4H+, plus 2 ClO-, égale 2 Cl-, plus 2H2O. Et du coup, ici, j'obtiens moins 4H+, moins ClO3-, et ici, moins ClO-, moins 2H2O. Voilà, pardon. Donc, les 4H+, s'en vont, les H2O s'en vont.
Et on peut obtenir l'équation bilan sous la forme 3ClO- égale 2Cl- plus ClO3-. On a bien 3 chlores de chaque côté, 3 oxygènes de chaque côté et 3 charges moins de chaque côté. Donc ça, c'est notre réaction. Et comme elle a été obtenue par 2 fois 1, celle-là, si je l'appelle la réaction 3, eh bien, 2 fois 1 moins 2, la conséquence, c'est que delta Rg3 rond, c'est égal à 2 fois delta 1,5 de G1 rond, moins 1 fois delta 1,5 de G2 rond, avec les enthalpies libres de demi-équation. Et donc, pour une demi-équation, ça fait moins NFE. Donc, dans la première, on a 2 électrons échangés, donc ça va me faire moins 4 Faraday E standard de ClO-, Cl-. Et ensuite, ici, moins NFE, donc plus 4 électrons échangés, Faraday E standard de ClO3-, Cl-. Or, on sait que delta Rg3 standard, c'est égal à moins RT ln de K standard. Donc on en déduit que moins RT ln de K standard est égal à moins 4 Faraday fois E standard de ClO-, Cl-, moins E standard de ClO3-, Cl-. Et donc j'en déduis que ln de K standard est égal à 4 Faraday sur RT fois la différence de potentiel, E standard de ClO-, Cl-, moins E standard de ClO3-, Cl-. Alors je ne sais pas à quelle température on me demande de la calculer. A priori à température ambiante, j'imagine. Donc je vais reprendre les valeurs numériques. Donc une fois qu'on est arrivé là, là on est à centrale, on a la calculatrice. Si jamais on n'a pas la calculatrice, il ne faut pas paniquer. On peut toujours utiliser l'information de l'énoncé que RT ln de 10 sur Faraday est égal à 0,06. Donc là l'idée c'est de multiplier par ln de 10 sur ln de 10. Et on va se retrouver avec ln de K standard sur ln de 10 égale, de l'autre côté, on se retrouve avec RT ln de 10 sur Faraday, donc ça fait 4 sur 0,06. Ici, fois la différence des potentiels standards, et donc ClO-, Cl-, c'est 1,73, moins ClO3-, Cl-, qui est 1,32. Et là, on a tous reconnu le log décimal. Et donc, on peut passer à la puissance de 10 pour obtenir que K standard est égal à 10 puissance 4 sur 0,06 fois 1,73 moins 1,32. Donc ça, on peut le calculer. 1,73 moins 1,32. Et on tombe sur 10 puissance 27 environ. Donc c'est bien une réaction quantitative, chose à laquelle on s'attendait dans la mesure où les domaines étaient disjoints entre les espèces. Très bien, on attaque la toute dernière partie du sujet où ils ont mis un peu de thermochimie et de solubilité ensemble. Donc on nous dit qu'après évaporation et filtration, on obtient NaClO3 cristallisé. Et donc on envisage ici l'équilibre de précipitation K++ ClO3- égale KClO3. On nous demande de justifier qu'à partir de considérations thermodynamiques, un refroidissement favorise la précipitation de KClO3. Donc on va calculer le delta RH ici, qui vaut delta FH de KClO3 moins delta FH de K+, moins delta FH de ClO3-. On a les informations juste au-dessus. Donc ça fait moins 397,7 plus 252,4 plus 104 du coup. Ce qui fait moins 41,3 kJ par mol. Donc la réaction est exothermique. Et ensuite, on peut utiliser la loi de Van 't Hoff qui nous dit que D de ln de K standard sur dt égale delta RH rond sur RT carré, qui ici du coup est négatif. Donc on a que K standard est une fonction ici décroissante de la température, nécessairement.
Et donc que l'équilibre, ici, donc, comme on est dans le sens de la précipitation est donc favorisée, puisque là je suis dans le sens de la précipitation, à basse température. Car l'équilibre est déplacé dans le sens direct à basse température, d'après Van 't Hoff. On peut traduire la loi de Van 't Hoff par le fait que toute augmentation de température déplace l'équilibre dans le sens endothermique. Donc ici, comme la réaction est exothermique, si on augmente la température, ça va dans le sens indirect, ce qui serait dans le sens de la dissolution. Donc on a bien le résultat inverse à basse température. Et enfin, calculer la solubilité en grammes par litre de KClO3. Donc on va se remettre dans le sens de la dissolution. Moi, je préfère. Donc on a que KClO3 égale K plus ClO3-. Et donc pour la solubilité, on va partir d'une quantité supérieure à la solubilité de notre solide, de telle sorte à ce qu'il reste du solide à la fin pour avoir un équilibre sel-ion. Et donc on va former ici S et S mol de K plus et ClO3-. Et donc à l'équilibre hétérogène, on a que le Ks, qui est bien ici obtenu dans le sens de la dissolution, c'est la définition du Ks, qui est égal tout simplement à S carré sur C standard carré, car V égale 1 litre pour la définition de la solubilité. C'est la quantité maximale de solide que je peux dissoudre dans 1 litre de solution, avec, attention ici, S en mol par litre. Donc on va déjà calculer S en mol par litre, et ensuite on remontera à la solubilité en grammes par litre. Or, on sait que Ks, c'est égal à l'exponentielle de moins delta RG rond sur RT. Et on sait que delta RG rond, c'est égal à delta RH rond moins T delta RS rond. Donc là, on va utiliser l'approximation des lignes gammes pour utiliser le fait que delta RH rond ne dépend pas de T et que delta RS rond ne dépend pas de T. Et puis, on y va. On va calculer tout ça. Donc, delta RH rond, c'est plus 41,3 kJ par mol, puisque j'ai changé le sens de la réaction. Je suis passé dans le sens de la dissolution. Delta RS rond, je peux le calculer. J'ai les infos. Donc là, attention, je suis dans le sens de la dissolution. Donc, il ne faut pas que je me trompe. Je commence par K+, ça fait 102,5 plus 162,3 moins 143,1. Donc je suis à 121,7. Bon, je pense qu'il est important de le rappeler, même si j'espère que vous avez bien compris maintenant. Attention aux unités. Ici, on a un 10 puissance 3 sur le delta RH rond. Et donc, je peux maintenant calculer le delta RG rond de... Alors, on a deux températures à faire, qui sont 10 degrés et 75 degrés. Donc, 10 degrés, ça fait 283 K. Et on a delta RG rond de 348 Kelvin pour les 75 degrés. Donc je peux les calculer. Donc pour 283, ça me fait delta RH rond, donc 41 300 moins 283 fois 121,7. Donc là, je tombe sur 6800, donc 6,86 kJ par mol. Et pour la deuxième, je vais tout de suite calculer le KS. Je vais décaler juste un petit peu ici. Donc là, j'obtiens le KS de 283 Kelvin. Donc exponentielle de moins ce que je viens de calculer sur RT. Et du coup, là, je tombe sur 5,4 fois 10 moins 2. Et à 348 Kelvin, 41 300 moins 348 fois 121,7. Donc là, je tombe sur moins 1,05 kJ par mol. Et du coup, je tombe sur un KS à 348. Ici. Je vais le calculer. Exponentielle de moins ça sur 8,314
fois 348 de 1,4. Une fois que j'en suis là, je peux déduire les solubilités molaires, puisque c'est la racine de Ks. Donc, je prends la racine. Donc, je tombe sur 1,2 mol par litre pour les 348 Kelvin. Et l'autre, je ne sais plus ce que j'avais. J'ai racine de 5,4 10-2. J'ai 0,23 mol par litre. Donc, on a bien ici que la solubilité augmente quand T augmente, ce qui est cohérent avec la question précédente, puisqu'on a vu que la précipitation était favorisée à basse température. Donc, la dissolution est favorisée à haute température. Et enfin, on est sur du KClO3. Donc là, j'aurai besoin des masses molaires, que j'ai sûrement quelque part en début d'énoncé, j'espère. Voilà, elles sont là. Donc là, j'ai besoin des masses molaires, puisque je suis en mol par litre. Et moi, je veux passer en grammes par litre. Enfin, la solubilité massique en grammes par litre, c'est la solubilité molaire en mol par litre, que je multiplie par des grammes par mol, donc fois la masse molaire de KClO3. Et la masse molaire de KClO3, on peut la calculer. C'est 39 plus 35,5 plus 3 fois 16. C'est 122,6 grammes par mol. Et du coup, j'en déduis les solubilités massiques à 283 Kelvin et à 348 Kelvin. Donc j'avais 0,23 que multiplie 122,6. Donc là, je suis à 28 grammes par litre. Et l'autre, j'avais 1,2 que multiplie 122,6. Et donc là, je suis à 147 grammes par litre. Donc voilà pour la correction de cette partie de chimie de l'épreuve de centrale MP d'il y a 3 ans. Donc j'espère que cette correction vous a plu. Et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée à tous!